Salut à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour cette vidéo débrief de la journée 2 août. Dernière journée pour beaucoup d'équipes de la première phase de ces JO Basket 2024 et ayant été sur place à Lille pour 3 des 4 matchs, eh bien je voulais vous parler de tout ça. Petit préambule, mais cette fois-ci j'ai beaucoup moins galéré que samedi, première journée de la compétition, pour me garer, pour rentrer dans le stade, etc. C'était beaucoup plus fluide, beaucoup plus simple, donc je pense que l'organisation a tenu compte des quelques petites difficultés qu'il y avait eu notamment sur la matinée du samedi, du premier samedi, pour fluidifier les choses. C'était très agréable, très bien organisé, il fallait le dire. Donc le premier match, c'était le Japon contre le Brésil, choc entre guillemets des mal classés, et le Brésil s'est très largement imposé, une large victoire bien, qui permet aux Brésiliens de bénéficier d'un repêchage et de faire partie de ce groupe des meilleurs troisièmes pour aller plus loin dans la compétition, pour se qualifier donc pour les quarts de finale, pour la dernière phase. C'était un match très intéressant où on a revu le Japon effectivement qui est avant tout une équipe d'attaque. Sur le plan de la défense, il y a tout à faire. C'est une page blanche, la défense du Japon, c'est une page blanche, il y a absolument tout à faire. Mais c'est une équipe qui est agréable à regarder parce que c'est très rapide, c'est très offensif, c'est très étiré, il y a évidemment beaucoup de tirs à 3 points. C'est presque un peu caricatural, mais c'est une équipe sympathique et agréable à regarder. Alors tout le match, et on l'avait déjà vu face aux autres adversaires, le Japon défend le pick and roll en drop, c'est-à-dire que Hawkinson, il ne sort pas, ou ça ne change pas, ou il ne sort pas sur le porteur de balle qui du coup se retrouve tout seul, sort de l'écran posé par le coéquipier et se retrouve tout seul pour le tir. Donc soit pour avancer à mi-distance et déclencher tout seul, soit pour se présenter devant la ligne à 3 points. Joueur absolument tout seul qui sanctionne. C'est comme ça que Benité du côté du Brésil fait, je crois, un 5 sur 6 à 3 points. Le Brésil qui à un moment dans la rencontre, je crois, est à 11 sur 15 à 3 points. Et c'est pas... Oui, quelque part c'est un peu de l'insolence, mais ils ont simplement mis des tirs qui étaient complètement ouverts. Donc oui, il faut les mettre, je suis d'accord, mais c'est pas du hero ball, ça fait l'objet d'une belle lecture, d'une belle construction offensive, et c'est des tirs complètement ouverts. Caboclo a fait un match de mammouth, a fait un match absolument mammouthesque. Il termine à 33 points, à 13 sur 19 au tir, 18 rebonds, dont 9 rebonds offensifs, et pour avoir vu Caboclo torturer le Japon en étant quelque part indéfendable, parce que en attaque il posait l'écran et il ouvrait, il popait, c'est-à-dire qu'il ouvrait loin du cercle, et on en parlait comme les Japonais défendaient en drop, il se retrouvait tout seul, il était resservi par le coéquipier et il déclenchait à 3 points absolument tout seul, il fait un 4 sur 4. Et puis sinon en attaque, il allait bien prendre la position au poste bas. Les Japonais ne faisaient pas de fronting, c'est-à-dire qu'ils n'essayaient pas de passer devant pour contester la passe. Il réceptionnait la passe, il allait enfoncer comme ça en puissance Hawkinson, et puis après il passait un petit drop step, où il passait un petit enroulé, et puis les quelques fois où il n'a pas marqué en première intention, il allait faire la petite claquette, c'est comme ça qu'il a 9 rebonds offensifs. Et voilà, il a passé tout le match comme ça, à être indéfendable, soit en popant et en jouant large, soit en prenant bien la position près du cercle, et les Japonais n'ont pas essayé de passer devant, n'ont pas essayé de faire prise à deux, ou alors ils ont essayé mais ça n'a pas du tout été efficace, et c'est comme ça que notre Bruno National a quasiment à lui tout seul, pour caricaturer, enfoncé les Japonais. Et quand vous voyez ça, vous vous dites, mais comment Wemby n'a pas pu faire la même chose quand on a été opposé au Japon? C'est là où on en revient toujours, pour ramener la couverture un petit peu à l'équipe de France, on en revient toujours à ces problèmes de valorisation de Wemby, à exploitation des mismatchs, à être bien patient en attaque pour bien servir en bas. Après, Wembanyama, il lui manque 20 kilos. Caboclo, il a pu enfoncer Hawkinson,
parce qu'il l'a joué en puissance. On a vu Wemby essayer d'enfoncer Hopkinson et il n'a pas du tout réussi. Hopkinson l'a envoyé valser comme un papa envoie valser un gamin qui vient l'embêter. Donc il manque clairement pour l'instant 20 kilos. C'est même pas 10 avec Wembanyama, c'est 20. Pour qu'il puisse jouer en puissance, pour qu'il devienne un Golgoth. Évidemment, il en fait les frais, mais on aurait pu largement exploiter ce que le Brésil a bien exploité sur des pick and pops. Et je pose un bon écran, j'ouvre, je suis servi, je suis tout seul parce que le Japon défend en drop, et je sanctionne. Donc, Brésil qualifié du coup pour les quarts à l'issue de cette victoire, Japon éliminé. Les fans du Japon en pleurent, dans le sens littéral. J'avais une fan japonaise à côté de moi dans la salle qui tout le match a crié pour encourager son équipe, c'était vraiment une ferveur de tous les instants, et qui pleurait à chaudes larmes. C'est même pas j'ai les yeux un peu mouillés à la fin, c'est vraiment je pleurais à chaudes larmes de l'élimination de mon équipe. Au demeurant, on n'a pas vu Hachimura sur la rencontre, il n'était pas non plus en civil sur le banc. Après j'ai lu un papier sur ESPN qu'il était retourné, j'imagine, aux États-Unis suite à un problème au mollet. J'ai trouvé ça un peu moyen. 48 heures avant, rentrer 48 heures au pays avant, a priori ne va pas lui permettre de sauver ou non son mollet, et surtout quid de cette blessure. J'ai trouvé ça un peu limite pour le dernier match, de ne pas être là avec ses coéquipiers et de ne pas aller jusqu'au bout, même s'il y avait de fortes chances que le Japon soit éliminé, de ne pas être là pour aller jusqu'au bout de la compétition. Donc voilà les fans japonais qui pleuvent, japonaises aussi, beaucoup de femmes fans du Japon qui pleuraient à chaudes larmes, captées évidemment par tous les photographes, notamment japonais. Il y avait aussi beaucoup de photographes japonais dans la salle. Ça fera la une vraisemblablement de la presse sportive nippone, mais le Japon n'a pas à rougir de son équipe. Ils ont une équipe très très attachante, avec des joueurs incroyables, avec Kawamura, avec Togashi, des hobbits comme ça qui arrivent. Kawamura, il met encore 21 points, il fait 21 points 10 passes dans ce match. Extraordinaire. Pour le match suivant, eh bien, on avait un choc entre la Grèce et l'Australie. Giannis, mais quel Golgoth! Mais quel Golgoth ce Giannis, quand vous l'avez sous les yeux, c'est un cyborg. Giannis, c'est C16. Coupez-lui le bras, je veux voir du sang couler. Prouvez-moi qu'il est humain. C'est un tel assemblage de taille, de masse, de puissance, de vitesse, ça n'est pas humain. Ça n'est pas humain, c'est un demi-dieu, Giannis. Montrez-moi ses ascendants, là, il y a un sujet. Mais voilà, Giannis, quel Golgoth. La Grèce qui a complètement fait déjouer l'Australie, notamment en embourbant dans une très très bonne défense cette équipe d'Australie qui, généralement, on l'avait vu sur les matchs suivants, était poussée par les deux catalyseurs qui étaient Guidé et Patty Mills. Sur le match, ils font 7 sur 22 au tir et seulement 7 passes décisives pour 7 ballons perdus. Donc ils ont très très bien été gênés par la défense grecque, et derrière, eh bien, l'Australie n'a pas réussi à dérouler en attaque. Il y avait même des séquences où ils semblaient complètement perdus. Je repense encore à Lendl qui est tout seul sous le cercle, qui ne monte pas, qui retransfère à l'opposé. On sentait vraiment que les Australiens, ils étaient complètement à côté de leur match, complètement surclassés par les Grecs. C'était pas un très beau match d'attaque, mais voilà, les Grecs, ils ont complètement empêtré les Australiens dans leur défense. Giannis, j'ai été agréablement surpris, il n'a pas forcé, il n'a pas cherché à tirer la couverture à lui, il récupérait, voilà, il transférait bien à l'opposé, il a vraiment joué pour servir les coéquipiers, il a placé ses go-to move, hein, c'est toujours la même chose avec Giannis, c'est je pars main gauche vers le cercle et je vais faire un spin move pour revenir main droite posée en lay-up, et si je pars main droite vers le cercle, je fais l'Eurostep pour refinir main droite. Giannis, c'est ses go-to move, ça marche toujours aussi bien, donc pourquoi essayer de faire autre chose? À noter aussi que du côté des Grecs, on a Walkup
qui a fait un super match. Globalement, le supporting cast autour de Giannis, si on peut l'appeler comme ça, a fait un super match et a très très bien contribué. Et avec cette victoire, eh bien c'est pareil, les Grecs, ils arrachent potentiellement une place en quart en étant entre guillemets meilleur troisième. Même si l'Australie et la Grèce sont toutes les deux à une victoire pour 2 défaites, les Australiens ont un meilleur rapport points encaissés, points marqués, donc ils finissent deuxième, et la Grèce du coup comme ça, grâce à cette victoire, arrache une place en quart. On avait après un match lui aussi très intéressant entre le Canada et l'Espagne, le Canada qui visait l'invincibilité et l'Espagne qui visait une capacité, c'est pareil, à essayer de survivre aux phases de poule et arracher une place dans le tableau à élimination directe. Le Canada, toujours, cette équipe me fait halluciner, les joueurs de l'équipe me font halluciner, ils ont tellement de solutions en pull-up, c'est-à-dire en auto-création de tir après les écrans ou sur de l'isolation. C'est d'autant plus flagrant que ces ressources qui semblent infinies du côté du Canada font cruellement défaut à l'équipe de France. Donc c'est d'autant plus flagrant. Mais voilà, il y a évidemment SGA, il y a Nimbard, il y a Jamal Murray, il y a Dillon Brooks. Je suis très impressionné par Dillon Brooks et notamment par son jeu offensif. Dillon Brooks, il a un vrai jeu offensif. Il va très souvent bien driver, il protège bien le ballon, il se positionne bien en protection avec son corps, il va finir dedans. Il fait souvent des très bons choix sur les drives. Il peut aussi faire des petits step back à mi-distance, petite élévation, et puis il a un tir à 3 points tout à fait solide avec un très très gros fouetté du poignet. Il y a un énorme effet rétro sur le ballon et ça rentre en ficelle pure. Hein. Attention, c'est de la soie sauvage. Hein. Les ficelles de Dillon Brooks, c'est de la soie sauvage. Ça rentre en ficelle pure, c'est très très propre. Toujours du côté du Canada, très 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 grosse presse de la part des arrières sur les montées de balles adverses. Quand vous avez SGA et Monsieur Dort qui vous attendent pour la montée de balle, vous savez que la soirée va être compliquée. Très très grosse pression. Évidemment, il y a aussi Dillon Brooks qui généralement prend l'ailier ou l'intérieur adverse, le go-to-guy adverse entre guillemets. Mais c'est très 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 impressionnant. Andrew Nimbard a été au top sur ce match. Il était passé un petit peu à côté face à l'Australie. Là, il a été au top sur ce match, au point que coach Fernandez l'a laissé sur la fin de match. Donc on a eu Nimbard et SGA sur la fin de match. Il est parvenu sur SGA et Dort ensemble sur la fin de match. On a aussi vu sur ce match, j'ai trouvé, même si la feuille de la ligne de stats paraît pas spectaculaire, mais on a retrouvé pour moi sur ce match un Jamal Murray beaucoup plus en confiance, qui a retrouvé un peu de rythme, qui fait les bons choix, qui est incisif, et d'avoir un Jamal Murray comme ça qui monte en intensité au fur et à mesure de l'avancement de la compétition, c'est une très bonne nouvelle pour le Canada qui du coup en sortie de banc a Murray et Nimbard qui peuvent apporter. On a aussi la défense de NAW, Alexander Walker, qui est très très forte. On parlait des très grosses pressions sur les lignes arrière adverses. On a aussi NAW qui peut presser à mort. Bref, cette équipe du Canada, très impressionnante. L'Espagne s'est accrochée, a été ultra combative, est revenue sur la fin. Ça a fini vraiment dans les dernières secondes. L'Espagne globalement a manqué d'adresse, hein. On en parlait un petit peu plus tôt dans une autre vidéo, mais cette équipe d'Espagne est devenue très dépendante de la réussite à 3 points. Ils ont beaucoup tiré dans la compétition et encore dans ce match ils ont beaucoup tiré à 3 points, ils sont à 52% de taux d'usage du 3 points sur ce match, c'est colossal, hein. Mais ils ne terminent qu'à 28%. Il ne termine qu'à 28%. Aldama et Fernandez n'ont pas scoré à 3 points par exemple sur la rencontre, ce qui évidemment a fait défaut à cette équipe de l'Espagne. Et je n'ai pas compris la fin de match.
Peut-être pourrez-vous me l'expliquer dans les commentaires. Déjà le Canada, ils ont un go-to-guy, ils ont SGA qui est un formidable, ce que j'appelle un commercial de la faute, c'est-à-dire qu'il est extraordinaire pour vendre auprès des arbitres une faute en fin de match. Et c'était parfait d'avoir un joueur comme ça dans son équipe, parce que quoi de plus à haut pourcentage comme tir en fin de match que des lancers francs. Quand sur au lieu de tenter un tir en hero ball banané, quand vous arrivez à obtenir une faute et aller sur la ligne des lancers, vous allez chercher des points à 80-90% de réussite si vous êtes un tireur de lancer franc correct, versus un tir à 30 ou 40% de réussite qui va être très bien défendu. Donc être en capacité d'être celui sur laquelle la faute va être provoquée dans la fin de match, c'est super, mais je n'ai pas compris ce qu'a fait l'Espagne. Il y a faute sur SGA, ok. On est à l'Espagne est à -1. Il y a faute sur SGA, l'Espagne est à -1. Il reste un temps mort à l'Espagne. Donc, si SGA met les deux, on est toujours dans un match à une possession d'écart, et s'il en rate un sur deux, on est toujours dans un match à une possession d'écart, avec potentiellement la gagne possible au buzzer à 3 points. Et au lieu d'attendre que SGA mette le deuxième lancer franc, je demande temps mort et je vais pouvoir avancer le ballon mi-terrain, et il restait 2 secondes 4 ou 2 secondes 9, un truc comme ça à jouer. Et là en 3 secondes on a largement le temps de faire 2-3 sorties d'écran, même de faire une réception, dribble, décalage et élévation. Et l'Espagne demande temps mort avant les lancers francs de SGA, donc ils ont dû anticiper, attention, s'ils ratent le deuxième, vous savez qu'en FIBA vous pouvez pas prendre un rebond et demander temps mort, vous pouvez demander le temps mort que dans les phases de jeu arrêtées. Donc est-ce que c'était pour anticiper le fait qu'il allait peut-être rater le deuxième, et du coup on mettait en place quelque chose comme ça sur un rebond défensif, mais il n'y avait aucune raison que SGA rate volontairement le deuxième au point de mettre le Canada à -2 et de risquer de perdre au buzzer. Donc, incompréhensible pourquoi l'Espagne demande temps mort avant et du coup n'a pas pu avancer le ballon et a dû tenter un tir banané à 15 mètres au buzzer, plutôt que on attend que les deux lancers francs soient tirés, marqués, temps mort, et on avance le ballon. Mystère, toujours est-il que cette défaite, et bien du coup, élimine l'Espagne. L'Espagne n'ira pas plus loin. C'était potentiellement les derniers JO de Rudy Fernandez. 6 Jeux Olympiques. 6 Jeux Olympiques auront été joués par Fernandez. Extraordinaire, extraordinaire palmarès, extraordinaire parcours. Et cette équipe d'Espagne, c'est pareil, les fans espagnols peuvent être vraiment fiers de leur équipe, parce que ils se sont battus, ils ont vraiment donné. L'adresse n'a pas été au rendez-vous, hein. L'Espagne faisait 36 ou 37% au tir à 3 points dans ce match, ils gagnaient, hein. C'était aussi simple que ça. C'est les lois du basket, malheureusement pour les équipes qui sont très dépendantes du tir à 3 points. Et puis terminer cette journée de vendredi par un choc du groupe B, si je ne dis pas de bêtises, entre la France et l'Allemagne, France-Allemagne. Eh bien, ce qui devait arriver, arriva. Avec tout ce qu'on a vu comme lacune de l'équipe de France face à une équipe d'Allemagne qui est bien en place, qui est sûre de ses forces, eh bien, il fallait pas s'attendre à malheureusement autre chose que le rouleau compresseur allemand qui écrase l'équipe de France. La France qui est pulvérisée par l'Allemagne en quelques instants, ça doit vous rappeler les heures sombres, les heures sombres de l'histoire de France. Ça vous a rappelé une autre débâcle, évidemment beaucoup plus funeste, mais tout aussi moins glorieuse. Voilà, la France, malheureusement, on a eu de cesse d'en parler dans de multiples vidéos, dans de multiples tweets sur les réseaux sociaux. On a revu la France, malheureusement, qu'on connaît, avec ces lacunes qui sont un énorme déficit d'apport de la ligne arrière. La ligne arrière, contribution très très faible sur le match. Les arrières, j'inclus dans les arrières Fournier et de Colo, les arrières sont à 6
sur 19 au tir, 6 passes décisives pour 3 ballons perdus. On est en train de parler de 5-6 joueurs qui cumulent ça. C'est moins que ce que cumule à lui tout seul Dennis Schröder, qui fait un 10 sur 17 au tir, 9 passes pour 4 ballons perdus. C'est-à-dire que l'intégralité de tous les arrières français arrive à faire moins bien en valeur et en volume que Dennis Schröder à lui tout seul. Et voilà, et on a revu des problématiques de spacing, on a revu des écrans qui sont placés, qui servent à rien, on a revu des joueurs français qui sont repoussés ultra loin, on voit Gobert qui est servi à 4-5 mètres du cercle, il se passe rien, derrière il essaye de poser le dribble pour aller au cercle, il se dribble sur les pieds, c'est à brûler les yeux. Voilà, les prises de position, elles sont pas bonnes, on n'est pas assez patient en attaque. Par patience, j'entends le temps que l'intérieur il prenne bien sa position, qu'il soit bien servi. Les passes d'entrée vers le poste, elles sont toujours relativement mauvaises, pas dans les bons timings. Gobert, malheureusement, c'est comme ça, c'est son jeu, mais Gobert, vous ne pouvez pas lui donner le ballon au poste bas, et il va pas vous passer un petit drop step ou un petit hook shot sur le défenseur. Donc la seule solution pour fixer en bas en attaque, c'est le sort ou éventuellement Yabusele. Wemby, il se fait à chaque fois bouger, il se fait à chaque fois repousser, donc pas vraiment de solution pour jouer en bas, pas de solution apportée par la ligne arrière. Derrière, la défense a pris l'eau parce que voilà, les Allemands, ils ont des slashers avec Franz Wagner pour finir fort dedans, ils ont des intérieurs qui servissent sur le pick and roll, c'est pareil, que ce soit avec Theis ou avec Wagner frère, peuvent aller bien finir fort dedans ou bien écarter et sanctionner à 3 points. Schröder, voilà, c'est le joueur qu'on aimerait avoir en équipe de France. Pareil, en autocréation de tir sur le pick and roll, il peut tout faire. Et on a un récital des Allemands qui est un récital complet, qui nous ont tout fait. Des slash vers le cercle, des drives, des 3 points, des autocréations, des bonnes séquences en transition. Pareil, quid du jeu offensif de la France en transition, en jeu rapide. On veut se créer une équipe avec une identité défensive et on n'arrive pas à exploiter derrière les stops défensives en séquence de jeu rapide, en transition. La logique est respectée. Je veux dire, sur ce match, on peut être déçu de la performance de l'équipe de France qui globalement a été mauvaise, mais la logique est respectée, les Allemands sont bien meilleurs. Ce qui me fait un petit peu mal, c'est que dans cette compétition, j'ai vu beaucoup d'équipes qui sont meilleures que l'équipe de France. Et je ne suis pas en train de parler de 2-3 équipes qui peuvent prétendre à une médaille. Pour moi, j'ai vu beaucoup d'équipes qui déroulent un basket plus équilibré, plus qualitatif et plus impactant que l'équipe de France. Donc oui, c'est inquiétant. Oui, c'est inquiétant. Vraisemblablement en quart, on a un France-Canada. Les deux équipes se connaissent bien parce qu'elles ont joué des matchs de préparation l'une face à l'autre. Et on va retrouver ce choc des opposés avec une équipe de France qui est censée dominer à l'intérieur et un Canada qui est censé ultra dominer sur les lignes extérieures. Après, sur une série de playoffs en 7 matchs, vous aurez dit la France n'a aucune chance. Sur un match, tout est possible. Sur un match, tout est possible. Vous avez un Canada qui, sur ce match, n'est pas en adresse à 3 points. La France qui est en adresse. Il y a des fault robots sur les joueurs majeurs. Tout est possible sur un match. Il ne faut pas se faire de plan sur la comète, sur des matchs à élimination directe. Spécifiquement en FIBA, en 4 x 10 minutes, où les matchs sont quand même très agréables à regarder. Qu'est-ce qu'ils sont agréables à regarder, ces matchs des Jeux Olympiques. En gros, la mi-temps dure 45 minutes, il y a assez peu d'arrêts de jeu, il n'y a pas des temps morts à rallonge dans tous les sens. Qu'est-ce que c'est fluide, qu'est-ce que c'est agréable. Ça passe peut-être presque trop vite. On est déjà là, c'est déjà le 4e quart-temps, mais attendez, j'ai l'impression de ne pas avoir vu grand-chose du match. Mais voilà, la France. Après, on peut pas se réinventer en un match. Il faut arrêter de croire que on peut récolter ce qu'on n'a pas semé. Non,
Si vous l'avez pas semé, vous le récoltez pas. Donc là, on a vu sur ce match ce que la France avait semé, et ces problématiques exposées depuis longtemps ont rejailli au grand jour, mais pour moi rien de nouveau. Et plus les adversaires vont être forts, plus ils vont appuyer là où ça fait mal. Évidemment, les lacunes, vous pouvez les maquiller face au Japon, face au Brésil, qui sont loin des top nations FIBA en basket. Quand vous commencez à affronter les mastodontes, bah ouais, eux aussi, ils ont des coordinateurs vidéo qui savent un petit peu près quoi faire pour appuyer là où vous avez mal. Et de l'autre côté, bon courage pour essayer de les ralentir sur leur force. Voilà, donc écoutez... La suite va être évidemment fascinante parce que là on va rentrer dans les matchs à élimination directe. Il peut y avoir des coups de théâtre, il peut y avoir des surprises. On suivra ça évidemment d'ultra près. Bon été, bon match à tous.